Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un cadavre dans une malle, cela s'est vu souvent, et pas seulement au théâtre, comme dans la célèbre pièce anglaise Arsenic et vieille dentelle, où les criminels, des vieilles filles, s'assoient sur le couvercle pendant que la police cherche à quel endroit peut bien se trouver la victime. Un cadavre dans une malle, c'est en effet a priori un moyen pratique de se débarrasser de quelqu'un qu'on a tué et dont on ne sait plus que faire après. De s'en débarrasser, par exemple, en mettant la malle au bagage et en l'expédiant par le train en grande vitesse, le plus loin possible. Pourtant, les assassins devraient savoir que ce truc-là n'a jamais réussi. Jamais. Les cadavres emballés dans des malles ont toujours été retrouvés, et vite, et leur expéditeur confondu, arrêté, emprisonné. Non, ce n'est pas un procédé à recommander pour un crime parfait, à moins d'être prestidigitateur et tel Robert Houdin dans son célèbre numéro de la Malle des Indes, d'un coup de baguette magique remplacer la personne enfermée dedans par un bouquet de fleurs. Voilà pourquoi, le 3 août 1920, quand les inspecteurs Arlon et Pendu firent ouvrir en gare de Nancy une malle suspecte et y découvrir le corps de Georges Weissmann, dit Bessarabot, dès le lendemain, 4 août, l'expéditrice du colis, Madame Weissmann, l'épouse du disparu, était écrouée à la prison Saint-Lazare à Paris. Elle s'apprêtait à partir pour le Mexique, et dans sa cellule, elle se disait « J'ai pas eu de chance. À quelques jours près, j'aurais été sur le bateau. » Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'un cadavre dans une malle, c'était tout de même une bonne idée. Madame Weissmann Bessarabot avait-elle tué son mari et pourquoi? Son procès eut lieu en juin 1922, 2 ans après le crime. Un grand procès qui dura 15 jours, où il fallut 12 audiences pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Comment un pareil drame, disait la presse, avait-il pu jeter le deuil dans une honorable famille d'industriels et troubler un des riches quartiers du centre de Paris? La malle, la fameuse malle où le corps avait été enfermé, était là, dans le prétoire, devant les jurés. Il la trouvait petite, cette malle. Comment avait-on pu y mettre le cadavre même replié d'un homme aussi grand et fort que Georges Weissmann? L'employé du bazar, qui avait vendu les cordes pour ficeler le sinistre colis, les retirait du bout de sa canne, n'osant pas les toucher de ses mains. Au fond de la malle restait encore la toile jaunâtre qui avait servi de linceul, de quoi écœurer tous les braves gens qui, d'ordinaire, constituent un jury. Ces détails, dans leur simplicité, montraient la disproportion entre l'ignominie du crime qu'on allait juger et ces personnages, des bourgeois parisiens riches, pour ne pas dire heureux. La victime d'abord. Georges Weissmann, surnommé Bessarabot, parce qu'il était né en Bessarabie, province qui fait partie aujourd'hui de l'URSS, mais qui appartenait autrefois à la Roumanie. Un homme d'origine étrangère naturalisé français avec le charme oriental dont il savait user habilement en traitant ses affaires. Quelles affaires? Oh, n'importe lesquelles. Tout ce qui s'achète et se vend, en faisant plusieurs fois la culbute, c'est-à-dire en revendant le double ou le triple du prix d'achat. Un commissionnaire en marchandises, on dirait aujourd'hui qu'il travaillait dans l'import-export. Il avait ses bureaux rue de la Victoire, habitant 3 square La Bruyère, un bel appartement, et possédant en plus une villa près du lac d'Enghien, à Montmorency. Un homme arrivé, qui menait grand train. Il dépensait 20 000 francs par mois, et bien qu'il approchât de la soixantaine, séduisait toujours les jolies femmes. Elle, maintenant Marie-Louise Weissmann, l'expéditrice de la malle, supposée coupable de meurtre, une femme du monde, ou presque, ayant une certaine allure, grande, mince, un profil de tragédienne. Vous savez, une de ces femmes dont on dit, quand elle atteint 50 ans, « Mon Dieu, qu'elle a dû être belle !» Une femme de lettres qui écrit des romans, des essais, des pièces de théâtre, sous le pseudonyme d'Héra Myrtel. Sa comédie dramatique, Après le voile, a été montée au Théâtre des Arts.
Elle n'est pas pour autant un écrivain digne de figurer dans les manuels de littérature. Elle veut être de son temps, traiter les problèmes de son époque. Elle défend le féminisme dans ses ouvrages. Elle s'inscrirait aujourd'hui au MLF. Curieuse libération de la femme que de se débarrasser de son mari en l'expédiant dans l'autre monde, même bien emballé dans une malle. Cela paraît d'ailleurs impensable aux quelques personnalités connues qui ont fréquenté son salon littéraire. Non. Héra Myrtel, l'auteur d'un essai philosophique sur Schopenhauer, de Tous frères, un roman plein de bonnes intentions, ou de Fleurs d'ombre, des poèmes charmants, ne peut avoir commis un crime et l'avoir camouflé de manière si peu élégante. À moins que ces personnalités ne regrettent d'avoir été reçues chez Madame Weissmann-Bessarabot. La philosophie, l'ombre et l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Et puis, l'avocat général rappellera que dans ce salon littéraire, les affaires d'argent se mêlaient souvent à la poésie. Il n'y a pas de quoi en être fier quand on se prétend artiste et désintéressé. Un troisième personnage important apparaît dans ce drame, la fille de Madame Weissmann, née d'un premier mariage, une jeune fille de 20 ans, Paul. Une jeune fille qui détestait son beau-père parce que celui-ci l'avait obligée à rompre ses fiançailles avec un jeune homme qu'elle aimait, sous prétexte que ce garçon n'avait pas de situation. Dans la bourgeoisie, en 1920, on ne se mariait pas contre la volonté de ses parents. C'était impossible, même quand la mère de famille se prétendait féministe et aimait beaucoup sa fille, ce qui était le cas. On s'en aperçut pendant le procès. Jamais Paul ne voulut contredire sa mère, même quand celle-ci, d'un caractère emporté et excessif, se mettait à divaguer. Paul alors refusait de répondre aux questions, prétendant être tenu par un secret. Quel secret? Les échanges de regards entre Paul et sa mère en disaient long sur leur complicité. Certains jurés en vinrent à se demander « Et si la mère était innocente? Et si la coupable était cette jolie jeune fille apparemment timide? Serait-ce Paul qui aurait tué son beau-père et, par amour filial, Marie-Louise Weissmann tentait-elle de la sauver? Le jour où Georges Weissmann-Bessarabot disparut, son chauffeur s'inquiéta. L'homme d'affaires, en effet, se servait d'une voiture de maître, c'est-à-dire d'une automobile de luxe, une limousine louée au garage Saint-Didier, pour faire de l'effet auprès de ses clients. Le chauffeur, Édouard Croix, arrive un samedi pour chercher son patron comme convenu, et à son domicile, il ne trouve que Madame Weissmann. « Mon mari a dû partir en voyage, il n'a pas eu le temps de prévenir le garage. Nous n'avons pas besoin de vous aujourd'hui. » Édouard Croix va s'en aller, quand il remarque que Madame Weissmann a appelé un taxi G7 et qu'on y charge une malle. Pourquoi ne pas faire appel à ses services? Cela le tracasse. D'autant plus que le lundi non plus, on n'a pas besoin de lui. Or, jamais son patron n'est parti en voyage sans le prévenir, même quand il s'agissait de voyages impromptus, même pour emmener une maîtresse à la campagne. Un chauffeur est souvent, de par la nature même de son travail, le confident de celui qu'il conduit tous les jours. Édouard Croix s'inquiète. Il se rend au commissariat. « Pour moi, c'est sûr, dit-il, M. Weissmann-Bessarabot a disparu. S'entend pas avec sa femme. Ils ont des scènes terribles entre eux. Faut faire quelque chose. » Le commissaire a trouvé un accent de sincérité dans les déclarations du chauffeur. Il se rend à l'appartement square La Bruyère. Personne, sauf la bonne. Madame est à Montmorency, à la villa, avec mademoiselle. Qu'à cela ne tienne, le commissaire ira jusqu'à Montmorency. Une jolie promenade l'été, même si ce n'est qu'une promenade et qu'elle ne sert à rien. « Mon mari ?» s'exclame Madame Weissmann-Bessarabot. « Mais voyons, il est avec une de ses maîtresses. Il en a deux en ce moment. Sa secrétaire et une femme qui est en villégiature à Évian. Il est parti pour le week-end à Évian, voilà tout. Vous vous êtes disputé récemment avec votre mari, madame. Gravement même, je crois. C'est vrai. Mon mari, monsieur, est d'origine étrangère, vous le savez. C'est un ancien espion. J'ai menacé de le dénoncer. Il m'a supplié de ne rien faire. Il a voulu se débarrasser d'un prototype de moteur d'avion et de documents compromettants. Il les a mis dans une malle qu'il devait expédier. Finalement, il a dû partir en voyage et il m'a laissé me charger moi-même de l'expédition à Nancy. Je ne me souviens plus de l'adresse. Tout cela parut tellement étrange au commissaire que, de retour à Paris, il prévint le parquet.
Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous ai dit au début de ce récit comment la malle et le corps de Weissmann avaient été retrouvés justement à Nancy. Madame Weissmann prétendit que le cadavre n'était pas celui de son mari, affirmant toujours que celui-ci était à Évian, à moins qu'il ne fût parti pour New York, où souvent des affaires l'appelaient. Mais le frère de la victime l'identifia immédiatement. L'avocat de la défense, maître de Moreau-Giaferi, en analysant les cordes qui ficelaient l'horrible paquet, tenta bien de démontrer que l'une d'elles ne provenait pas du même magasin, le Bazar de la Trinité. La malle avait donc pu avoir été ouverte et le moteur d'avion empaqueté par les Weissmann remplacé par un cadavre inconnu. Difficile à croire après la déposition du frère du disparu. L'enquête évolua alors vers la vie privée du couple. Car quel pouvait bien être le mobile du crime? Haine partagée entre la mère et la fille contre le chef de famille? Intérêt d'argent? Dilapidation de la fortune de Mme Weissmann par un époux qui menait grande vie et se compromettait dans des affaires trop importantes en fonction de ses moyens? Le ménage s'entendait mal. Georges Weissmann entretenait des maîtresses avec lesquelles il s'affichait dans des restaurants de son quartier. Son épouse se vengeait en sortant, allant au théâtre avec de jeunes poètes qui espéraient, obtenant les grâces d'une femme de lettres, entrer plus facilement dans la littérature. Une domestique déclare avoir porté des lettres à plusieurs de ces jeunes gens ambitieux. La réponse à l'une de ces lettres d'amour fut retrouvée. Elle commençait par ces mots « Ma bien-aimée » et on pouvait y lire plus loin « Es-tu resté fidèle sous les ciels orientaux si voluptueux ?» Des mots de poète, répondit Mme Weissmann. J'étais en voyage, et il écrivait à une déesse, ce que je représentais pour lui. Ce n'était pas un amant au sens légal. Il éprouvait pour moi un amour platonique. Elle tentait de faire croire que son ménage était heureux et que les aventures de son mari, comme ses relations avec des écrivains débutants, n'avaient pas d'importance. On vivait comme cela dans les milieux parisiens peu évolués. Elle avoua tout de même qu'une scène très violente avait bouleversé l'appartement. J'avais appris que mon mari s'occupait d'une affaire frauduleuse par une lettre. Je la lui ai montrée. Il a voulu me la reprendre. Nous nous sommes battus. En réalité, Weissmann avait confié à un de ses amis que sa femme avait tenté ce jour-là de l'étrangler. Le juge d'instruction, intéressé par ces révélations, on l'aurait été à moi, voulut remonter plus loin dans le passé de cette curieuse famille. Et pour cela, il fallait regarder du côté du Mexique. Et oui, si loin. Décidément, dans cette affaire, il y avait non seulement du théâtre, avec tout ce que cela comporte d'exagéré, mais aussi de l'exotisme, avec ce que cela apporte de rêves, de fantaisie, de réussite parfois dans le monde des affaires. Comme si les bonnes affaires se présentaient plus facilement aux antipodes, dans les pays lointains où l'argent se gagne plus facilement que dans la vieille Europe. M. Weissmann Bessarabo s'occupait d'ailleurs déjà de pétrole, un homme en avance sur son temps. Mais au Mexique, il y avait mieux que du pétrole. Il y avait de l'argent appartenant à Mme Weissmann. C'est au Mexique qu'elle s'était mariée une première fois avec un certain monsieur Jacques, marchand de biens. Ils avaient eu 2 filles, Paul, celle dont je vous ai parlé et que l'on soupçonnait de complicité dans l'assassinat, voire d'en être l'auteur, et une autre mariée à Mexico. C'est encore au Mexique qu'après la mort de monsieur Jacques, un suicide, les nouveaux époux tragiques s'étaient rencontrés. Georges Weissmann s'y faisait déjà appeler Bessarabo pour laisser croire qu'il était catholique et non pas israélite, ce qui là-bas à l'époque avait une certaine importance pour réussir dans les affaires. Jusque-là, rien de sensationnel. Mais le juge, soudain, s'intéressa au suicide de M. Jacques. Pourquoi ce suicide? Après de mauvaises affaires à Paris, où le couple était venu s'installer, de graves ennuis d'argent et de la neurasthénie, M. Jacques s'était pendu au bois de Boulogne, en laissant un mot dans sa casquette « Je me suicide ». Le permis d'inhumer avait donc été délivré sans difficulté, mais Paul et sa mère, peu affectés par ce drame pourtant épouvantable, étaient aussitôt repartis pour le Mexique afin de profiter au mieux de l'héritage. Et puis surtout, un vieux prêtre, le chanoine Plaisant, qui connaissait bien Jacques, déclara que son ami, un vrai catholique, n'avait pu se suicider. Alors, le billet dans la casquette, un faux billet? Un meurtre camouflé? Déjà? Et sans mal ni moteur d'avion cette fois?
Les charges s'accumulaient de jour en jour sur Madame Weissmann et sa fille. Qu'était-elle allée faire dans leur villa de Montmorency après l'expédition de la malle? Une promenade sur le lac d'Anguin? Oui, mais quelle promenade? Pour jeter à l'eau un revolver, par exemple? Et pendant qu'on y était, le portefeuille et les papiers de la victime? Une perquisition à la villa permettait de retrouver des restes de morceaux d'étoffe et de draps ensanglantés auxquels on avait mis le feu dans le jardin et dont de petits débris n'étaient pas complètement calcinés. Petits, mais suffisants pour accabler les accusés. Celle-ci, poussée à bout, déprimée, commençant à s'affoler, se débattait dans l'incohérence. Surtout, Madame Weissmann. Non, non, Georges n'est pas mort. La preuve, le jour de sa disparition, après l'expédition de la malle, il a téléphoné à son bureau. Et Madame Weissmann-Bessarabot s'adresse à un des associés de son mari, Monsieur Dauphin. On a téléphoné à sa dactylo et vous avez cru, tout le monde a cru, que c'était lui qui téléphonait, n'est-ce pas? C'est exact, répond Monsieur Dauphin. Malheureusement, la dactylo interrogée ne se souvient pas du tout de ce coup de téléphone. Les accusés cherchent n'importe quoi pour se défendre. Le matin du soi-disant crime, il y avait 3 tasses de thé sur le plateau du petit-déjeuner, pour Monsieur et Madame Weissmann et pour Paul, comme d'habitude. Si Georges avait été mort, qui aurait bu la 3e tasse de thé? Ces invraisemblances ne suffisent pas. La femme de lettres fait appel à ses souvenirs littéraires, évoque un monde second qui participe plus du rêve que de la réalité quotidienne. À l'entendre, elle a une mission dans la vie, ce qui explique son attitude que les gens normaux ordinaires jugent curieuse. Je me suis voué à un apostolat, c'est moi, qui ai, à mes frais, distribué des prospectus demandant qu'on n'achetât plus après 6 heures dans les grands magasins. On connaît ses activités en faveur des femmes, mal payées, exploitées par la société. Mais elle va plus loin. Elle invoque Dieu. Pendant son procès, elle crie dans le prétoire « Galiléens, que votre amour nous inspire, que votre règne nous revienne !» Et dans sa cellule, elle a rédigé un mémoire qu'elle veut remettre aux jurés. De quoi croyez-vous qu'il s'agisse? D'un exposé des faits tel qu'elle les conçoit, d'une plaidoirie en sa faveur? Pas du tout. D'un essai philosophique, rabâchant ses idées, parlant de saint François d'Assise, du sacerdoce féminin et autres fariboles. On ne peut se défendre longtemps de cette façon. Alors, un soir, à bout de nerfs, Madame Weissmann-Bessarabot avoue. Notre ménage était un enfer, il me trompait, il avait des maîtresses. J'aurais dû le quitter, oui. J'ai eu tort. Mais il m'a dépensé toute ma dot, j'étais ruiné. Où aller? Vendredi, j'ai trouvé la lettre de celle d'Évian, qui lui disait « Viens, je t'aime ». Alors, en dînant, je lui ai fait d'amers reproches. Il m'a répondu devant ma fille « Va-t'en, j'ai assez de toi !» Et d'autres choses plus dures, plus cruelles, plus infâmes, qui firent fuir ma fille. Nous allâmes nous coucher, la scène continua dans le lit. Il voulut m'étrangler. Alors j'ai pris mon revolver. « Vous aviez un revolver à proximité, pourquoi ?» demande le juge. « Oui, un revolver. Pour me défendre quand il voulait m'étrangler. » Je n'ai plus causé. Il a proféré encore quelques injures et s'est endormi. Alors je l'ai tué. Et tout de suite, j'ai eu peur des conséquences. Il m'a semblé que mon coup de feu avait réveillé toute la maison. J'ai entendu un bruit de pas. J'ai été découverte, c'était ma fille. « Qu'as-tu fait, maman ?» demanda-t-elle. « Rien, répondis-je. C'est le chaudron qui est tombé. » Et j'ai passé le reste de la nuit devant le cadavre. Au matin, j'ai dit à ma fille d'aller me chercher une malle et d'aller acheter de la ficelle au bazar de la Trinité. Elle fit tout cela sans rien savoir. Pendant ce temps, j'entourais le cadavre d'un imperméable et je le plaçais dans la malle. « Il n'y a pas de sang sur votre lit ?» Le sang a été bu par l'oreiller. Et cet oreiller, je l'ai porté chez moi, à Montmorency, où je l'ai brûlé. Et le revolver, je l'ai jeté dans le lac d'Anguin, à 50 mètres du casino. Puis,
Prise d'une crise de larmes, la coupable se jeta aux pieds du juge en répétant « Ma fille n'y est pour rien. Elle n'a rien fait. Je vous supplie de ne pas lui faire de mal. Elle n'est pas coupable. » À son tour, Paul, délivré du secret qu'elle avait promis à sa mère de respecter, pouvait dire la vérité. Cela devait finir ainsi. J'en avais toujours eu le pressentiment. Le matin, ma mère m'a dit « C'est fait ». Il y avait dans le coin de la chambre un gros paquet. Alors je le poussai avec elle jusqu'à la malle. Nous l'y enfonçâmes et nous ficelâmes le tout. Puis la malle a été portée à la gare de l'Est. Ma mère a donné 40 francs à l'employé et est partie tout de suite, sans attendre la monnaie ni le bulletin de bagages. Ensuite, nous sommes allés à Montmorency. Et elle éclate en sanglots. Maître de Moreau-Giaferi s'écrie « Cet enfant est convaincu qu'il fallait avouer pour sa défense et celle de sa mère. Mais malheur à la justice, si cédant à l'émotion génératrice des sanglots, on juge là-dessus. Allez au théâtre pour voir des larmes. Mais sur le bruit des larmes, ne décidez pas de la vie ou de la mort. » Madame Weissmann-Bessarabot, reconnue coupable de meurtre avec préméditation mais bénéficiant de circonstances atténuantes, fut condamnée à 20 ans de travaux forcés. Sa fille, Paul, fut acquittée. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.